Toute la salle entendit lorsque Titilio leva son verre et désigna Montréal Caine, assis seul près de la fenêtre. Elle afficha un sourire satisfait, comme si elle avait attendu ce moment pendant 8 ans. « Regardez donc qui est venu. Mon pauvre ex-mari porte toujours le même costume discret, la même vieille montre et apparemment, il souffre toujours de la même solitude. » Quelques anciens camarades rirent. Montréal resta calme, ne tenant qu'un verre d'eau. Les retrouvailles avaient lieu dans un hôtel élégant de Chicago, sous des lustres dorés, avec une musique douce et de grandes fenêtres donnant sur l'avenue mouillée. Titilio s'approcha, accompagné de Corbin, un homme élégant qui observait Montréal avec attention. « J'ai entendu dire que tu racontais que tu t'étais marié, » poursuivit-elle. « Est-ce vrai ou as-tu inventé une épouse pour ne pas avoir l'air d'un perdant devant tout le monde ?» Montréal leva les yeux. « Je suis marié depuis 3 ans. » Titilio éclata d'un rire parfaitement calculé. « 3 ans? Alors où est cette femme mystérieuse? » « Elle termine une réunion. Elle arrivera bientôt. »« Bien sûr qu'elle arrivera, » répondit Titilio. « Elle viendra peut-être sur un nuage, puisque personne ici n'a jamais entendu parler d'elle. » Corbin ne rit pas. Son regard descendit vers la montre de Montréal, une simple pièce en acier ayant appartenu à son père. Puis il examina ses chaussures, son costume et sa posture assurée. Il semblait essayer de calculer quelque chose. Personne dans cette salle ne savait que 2 jours auparavant, Montréal avait signé le plus grand contrat de sa carrière. Son entreprise de construction et d'infrastructure moderniserait les ponts, les tunnels et les voies publiques de la ville. L'accord dépassait 400 millions de dollars et représentait le résultat de longues années de travail. Titilio croyait qu'il était encore l'homme qui partait tôt avec une boîte à outils et rentrait tard, couvert de poussière. Elle n'avait jamais imaginé que cette petite entreprise, fondée dans un hangar loué, employait désormais des centaines de personnes. Montréal ne souhaitait pas le révéler. Il était venu aux retrouvailles parce que F.A., son ami depuis l'adolescence, avait insisté sur le fait que certaines portes ne pouvaient être refermées que lorsqu'une personne trouvait le courage de les franchir une nouvelle fois. Ce matin-là, F.A. lui avait téléphoné. « Tu n'as besoin d'impressionner personne, » lui avait-elle dit. « Entre simplement dans cette salle comme l'homme que tu es devenu. » Montréal était donc venu sans chauffeur, sans garde du corps et sans annoncer son arrivée. Esh, son épouse, participait à une réunion de la fondation éducative qu'elle dirigeait. Elle avait promis de le rejoindre dès qu'elle aurait terminé. Titilio se pencha vers lui. « Tu essaies toujours de paraître important. Je me souviens du temps où tu disais que tu construirais quelque chose de grand. J'ai attendu pendant des années, Montréal. Tout ce que j'ai reçu, ce sont des promesses, des factures et des vêtements qui sentèrent le ciment. » Ces mots ramenèrent Montréal à une lointaine soirée. Il pleuvait à verse, lorsqu'il avait attendu Titilio à la sortie d'une formation professionnelle. Pour payer son inscription, il avait vendu des outils hérités de son grand-père. Il était resté dehors pendant presque 1 heure, protégeant les documents sous sa veste. Lorsque Titilio était enfin apparu, elle ne lui avait pas demandé pourquoi il était trempé. Elle s'était contentée de se plaindre qu'il avait l'air désordonné devant ses collègues. Durant leur mariage, Montréal avait confondu le silence avec la patience. Il travaillait davantage, aidait les proches de Titilio sans demander d'argent et acceptait les critiques, parce qu'il croyait que le dévouement pouvait sauver n'importe quelle relation. Plus tard, il avait compris que l'amour ne devrait jamais exiger d'une personne qu'elle sacrifie sa propre dignité. « Tu devrais choisir tes mots avec plus de prudence, dit-il. »« C'est une menace ? » ?»« Non, c'est un conseil. Certains mots restent longtemps après la fin de la musique. » Titilio croisa les bras. « J'ai une vie excellente. J'ai Corbin, un appartement magnifique et des relations importantes. Et toi, qu'est-ce que tu as ?» Avant que Montréal ne puisse répondre, Jandai apparut près du groupe. Elle travaillait dans l'audit des contrats publics et connaissait des détails que les autres ignoraient. Son regard passa de Corbin à Titilio avant de s'arrêter sur Montréal. Jandai inclina discrètement la tête. Montréal comprit qu'elle savait tout au sujet du contrat, mais il remarqua également qu'il y avait autre chose. Corbin toucha le bras de Titilio. « Il vaudrait peut-être mieux changer de sujet. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Tu as pitié de lui ?» Je pense simplement qu'il est inutile de transformer cela en spectacle. Titilio parut contrarié. Jusqu'à cet instant, Corbin avait encouragé ses remarques.
Maintenant, il reculait comme quelqu'un qui venait de reconnaître un nom trop tard. « Quelle entreprise diriges-tu » demanda Corbin. « Kane Infrastructure. » Le visage de Corbin perdit une partie de son assurance. « Kane Infrastructure, l'entreprise sélectionnée pour le projet municipal ?» Titilio regarda alternativement les deux hommes. « Quel projet ?» Montréal ne répondit pas immédiatement. Ce n'était pas nécessaire. Corbin en avait déjà révélé davantage qu'il ne voulait en dire. « Un contrat récent, » expliqua Montréal. « Rien qui concerne ses retrouvailles. »« Combien vaut-il » insista Titilio. « Sa valeur ne change pas la personne que je suis. » Cette réponse provoqua un silence gênant. Quelques personnes s'approchèrent, poussées par la curiosité. Titilio serra son verre avec force. « Alors, tu as réellement gagné un peu d'argent et tu as décidé de venir ici pour te montrer. » Montréal respira lentement. « Je n'ai pas parlé d'argent. C'est toi qui as parlé de pauvreté, d'échec et de solitude. Je n'ai fait que corriger tes conclusions pendant toute la soirée. » À cet instant, les portes de la salle s'ouvrirent. La musique continua, mais les conversations diminuèrent. Esch entra vêtu d'une robe bleu foncé et portant une fine pochette de documents. Certaines personnes la reconnurent immédiatement. Sa fondation finançait des bibliothèques, des bourses d'études et des programmes de soutien scolaire dans plusieurs quartiers de Chicago. Elle se dirigea directement vers Montréal. « Désolée pour mon retard », dit-elle en lui prenant la main. La réunion s'est terminée plus tard que prévu, puis elle embrassa naturellement son mari sur la joue. Titilio resta immobile. « Alors, vous êtes sa femme ?» Esch sourit poliment. « Oui, je suis Esch Kane. » Personne ne savait que Montréal était marié. Peut-être que personne ne lui a posé la question avec une véritable curiosité. La phrase n'était pas agressive, mais elle atteignit le groupe avec une grande précision. Montréal sentit la main d'Esch serrer la sienne. Elle se rapprocha de lui et parla à voix basse. « La signature définitive a été confirmée. Le contrat est officiellement conclu. » Montréal ferma les yeux pendant un instant. 18 mois de réunions, de révisions et d'inspections prenaient fin à cet endroit. Pourtant, la présence d'Esch le réconfortait davantage. Titilio tenta de reprendre le contrôle. « Esch, vous semblez être une femme qui a réussi. J'imagine que vous avez aidé Montréal à améliorer sa situation. » Esch conserva son calme. « Lorsque j'ai rencontré Montréal, il avait déjà construit une entreprise respectée. Je ne l'ai pas choisi pour l'importance de ses projets. Je l'ai choisi parce qu'il reste pour ranger les chaises lorsque tout le monde est déjà parti. » Jandaï sourit discrètement. Elle connaissait cette histoire. Montréal et Esch s'étaient rencontrés lors d'un événement communautaire, après qu'il eut aidé les bénévoles à démonter les installations sans savoir qui elle était. Titilio observa son ancien mari comme si elle essayait de retrouver l'homme qu'elle avait abandonné des années auparavant. « Tu aurais dû me le dire. »« Tu ne me l'as jamais demandé, » répondit Montréal. « Tu as préféré décider qui j'étais avant d'écouter la moindre réponse. » Corbin recula de quelques pas, mais Jandaï l'empêcha de partir en lui posant une question très simple. « Vous êtes pressé, Corbin ?» Il s'arrêta. « J'ai un autre engagement. » Étrange. Vous sembliez très intéressé par l'entreprise de Montréal jusqu'au moment où vous avez entendu son nom. La salle redevint silencieuse. Corbin ajusta sa veste en évitant le regard des autres. Jandaï ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. Nous devrions peut-être parler d'une ancienne proposition présentée par une entreprise qui n'a jamais réellement existé. Titilio pâlit. Montréal comprit que la partie la plus difficile de cette soirée n'avait pas encore commencé. Jandaï conserva l'enveloppe devant sa poitrine, sans se presser de l'ouvrir. Corbin tenta de sourire, mais son expression disparut avant d'atteindre ses yeux. « Ce n'est pas un sujet à aborder pendant une fête, » dit-il. « Je suis d'accord, » répondit Jandaï. « C'est pourquoi vous auriez dû y penser avant d'utiliser une entreprise inexistante pour participer à un appel d'offres public. » Titilio se tourna vers Corbin. « Tu m'avais dit que cette proposition était légitime. » Elle l'était. Il y a seulement eu une erreur dans les documents. « Une erreur ?» répéta Jandaï. « L'entreprise possédait une fausse adresse, des références copiées et un compte lié à un intermédiaire qui travaillait pour vous. Certains invités commencèrent à s'éloigner discrètement. D'autres restèrent immobiles, attirés par l'attention. Titilio regarda autour d'elle et constata que les mêmes personnes qui avaient ri de Montréal évitaient désormais son regard.
Montréal toucha le bras de Jandai. Nous n'avons pas besoin de transformer cela en une exposition encore plus importante. Elle abaissa l'enveloppe. Je sais. Mais je ne vais pas non plus lui permettre de partir d'ici en faisant comme si rien ne s'était passé. Corbin poussa un soupir impatient. Montréal, dites-lui que votre équipe a déjà classé cette affaire. Mon équipe a empêché le contrat d'aller plus loin, répondit Montréal. Cela ne signifie pas que ce comportement n'a jamais existé. Vous n'avez jamais déposé de plainte, parce que mon objectif était de protéger le projet, les travailleurs et la ville, pas de détruire des personnes devant une salle remplie de monde. Esch resta aux côtés de son mari. Montréal a toujours préféré résoudre les problèmes sans transformer qui que ce soit en spectacle, dit-elle. C'est peut-être cela, la différence entre la force et le besoin d'attirer l'attention. Corbin désigna Jandai. Elle exagère. Il n'existe aucune preuve que Titilio était au courant de quoi que ce soit. Jandai regarda Titilio. Voulez-vous répondre? Titilio ouvrit la bouche, mais mit un certain temps à trouver ses mots. Corbin m'a dit qu'il avait besoin de mon nom pour confirmer une réunion. J'ai signé certains documents, mais je ne savais pas exactement ce qu'ils contenaient. Vous saviez que l'entreprise n'avait aucun employé, déclara Jandai, et vous saviez que son adresse correspondait à un bureau vide. Il m'avait assuré que tout serait régularisé. Corbin eut un rire sans joie. N'essaie pas de me rendre entièrement responsable maintenant. Titilio sembla blessé. J'essaie de m'expliquer. Alors explique pourquoi tu as raconté à tout le monde que j'étais un grand consultant alors que tu savais que mes activités ne faisaient que commencer. Parce que tu avais promis que cela fonctionnerait. Les promesses ne sont pas des garanties. Effa s'approcha et s'arrêta aux côtés de Jandai. Je pense que tout le monde en a déjà assez compris, dit-elle. Corbin, vous devriez peut-être partir avant d'aggraver encore la situation. Corbin ajusta sa cravate. Je ne reçois pas d'ordre de vous. Ce n'était pas un ordre. C'était votre dernière occasion de partir avec un peu de dignité. Il lança un regard glacial à Titilio. Tu viens avec moi? Titilio hésita. J'ai besoin de connaître la vérité. La vérité, c'est que tout le monde ici s'est retourné contre nous. Non, tout le monde s'est retourné contre les mensonges. Corbin garda le silence pendant quelques secondes. Puis, il posa son verre sur une table et se dirigea vers la sortie. Avant d'atteindre la porte, il regarda Montréal. « Vous pensez avoir gagné parce que vous avez signé un grand contrat ?» Montréal répondit sans modifier le ton de sa voix. « Je ne suis pas en compétition avec vous. Montréal, je ne savais pas que tout irait aussi loin. Tout est allé aussi loin parce que tu as décidé de transformer ma vie en sujet de moquerie. J'étais nerveuse. Tu étais à l'aise tant que tu croyais que j'étais inférieur à toi. » Elle inspira profondément. Peut-être que je voulais croire que j'avais fait le bon choix. Cette fois, personne ne rit. Titilio regarda Esch. « Est-ce qu'il vous a raconté comment notre mariage s'est terminé ?»« Il m'a raconté ce qui était nécessaire, » répondit Esch, « et il n'a jamais parlé de vous avec cruauté. » Titilio parut surprise. « Même après tout ce qui s'est passé, même après tout ce qui s'est passé. » Cette réponse la bouleversa plus que toutes les révélations précédentes. Montréal comprit qu'elle s'attendait à rencontrer de la rancœur, parce que la rancœur lui aurait permis de continuer à accuser le passé. À la place, elle trouva la paix. « J'ai passé des années à me répéter que tu n'avais aucune ambition, » avoua Titilio. C'était plus facile que d'admettre que je n'avais pas eu de patience. Montréal resta silencieux. Lorsque Corbin est apparu, poursuivit-elle, il parlait de voyage, de relations et d'opportunités. J'ai cru que j'aurais enfin la vie que je méritais. Et je représentais tout ce que tu voulais oublier. Oui. Cette honnêteté tardive créa un silence différent. Il n'y avait plus de spectacle, seulement deux personnes reconnaissant une ancienne vérité. J'ai appris ce qui se passait entre Corbin et toi avant notre divorce, dit Montréal. Titilio releva rapidement la tête. Comment? J'ai trouvé des messages un soir où tu avais laissé ton téléphone dans la cuisine. Je n'ai rien cherché. L'écran s'est allumé et j'en ai vu suffisamment. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que j'espérais encore que tu me choisirais sans y être forcé. Les yeux de Titilio se remplirent de larmes, mais Montréal ne s'approcha pas. J'ai été lâche, dit-elle. Tu as fait des choix. Maintenant, tu dois assumer ce qu'ils ont construit. Tu m'as pardonné? Montréal regarda Esch, puis les fenêtres sur lesquelles la pluie coulait devant les lumières de Chicago. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais pardonner ne signifie pas revenir, oublier ou rouvrir une porte qui a déjà été fermée.
Titilio acquiesça lentement. Jandai rangea l'enveloppe. « Je transmettrai les informations aux personnes responsables », annonça-t-elle. « Sans scène, sans rumeur et sans exagération, seulement des faits. »« Je vais coopérer, » répondit Titilio. F.A. posa une main sur l'épaule de Montréal. Maintenant, la porte est fermée. L'organisateur des retrouvailles s'approcha du micro et tenta de reprendre le programme en annonçant un hommage aux anciens élèves qui soutenaient des projets communautaires. Montréal s'apprêta à partir, mais Jandai lui demanda d'attendre. « Il reste encore une vérité à révéler, » dit-elle. Une photographie de l'ancienne école apparut sur le grand écran. Ensuite, des images montrèrent des élèves recevant des bourses d'études, des ordinateurs et du matériel. L'organisateur révéla que, pendant 6 ans, un donateur anonyme avait financé l'ensemble du programme éducatif. Puis il prononça le nom de Montréal Kane. La salle explosa en applaudissements. Montréal resta immobile, mal à l'aise face à toute cette attention. Titilio porta une main à sa bouche. Esh sourit à son mari, mais celui-ci se pencha vers Jandai. « C'est toi qui as organisé cela ?» L'école a décidé que l'anonymat avait déjà rempli son objectif. Montréal monta sur la petite scène uniquement parce que les élèves présents commencèrent à l'appeler. Il prit le micro et observa les visages devant lui. « Je n'ai pas fait cela pour qu'on se souvienne de moi, » dit-il. « Je l'ai fait parce qu'une personne a cru en moi, alors que je n'avais encore aucun résultat à montrer. Une seule opportunité peut changer la vie d'une famille entière. Cet hommage appartient donc aux professeurs, aux élèves, et à tous ceux qui continuent à travailler lorsque personne ne les regarde. » Il rendit le micro sous une nouvelle salve d'applaudissements. Lorsqu'il descendit de la scène, Titilio s'approcha une dernière fois. « Je ne t'ai vraiment jamais connu. » Montréal répondit avec sérénité. « Tu as connu la version que tu avais décidé de voir. » Esh lui prit la main, et tous deux quittèrent la salle. La pluie avait cessé. Chicago brillait sous les lumières qui se reflétaient sur l'asphalte, tandis que Montréal avait le sentiment de laisser enfin 8 années derrière lui. Le lendemain matin, Montréal retrouva Esh sur le balcon, en train de préparer du café. Ils observèrent la ville se réveiller en silence. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Maintenant, oui. » Montréal ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit le carnet dans lequel il avait noté les paroles qui avaient diminué sa confiance en lui. Il n'en avait plus besoin. Il referma la couverture, rangea le carnet dans une boîte et décida d'avancer sans continuer à porter cette douleur. Esh posa la tête sur son épaule. Montréal comprit que sa plus grande réussite n'était ni le contrat, ni l'argent, ni les applaudissements. C'était la paix de rentrer chez lui, en sachant que sa valeur n'avait jamais dépendu de l'opinion de qui que ce soit.